Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre de la semaine. Ce chapitre 930 qui a été un chapitre totalement what the fuck. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on s'attendait pas qui nous sont arrivées dans la gueule, comme par exemple l'arrivée de Big Mom et le traitement qu'il y a eu, le fait que King ait un fruit du démon qui soit celui du pteranodon. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Et après, il y a des choses qu'on voulait voir et qu'on n'a pas vu. Par exemple, toujours pas de nouvelles de Kid et de Luffy. Orochi par rapport à la semaine dernière et bien sûr le combat qu'on attendait tous. On s'attendait à voir en action Diaz Drake contre par exemple Law ou contre Sanji et même Franky. On s'attendait à voir aussi l'arrivée de Hawkins. On a vu un petit peu page one, mais c'est à dire que quand on s'amène à lire un chapitre, on s'attend à des trucs et quand on arrive à la fin, on est surpris parce que c'est vraiment génial. Et en plus, ce petit traitement qu'il y a eu au niveau de Zoro qui nous a bien fait rigoler. Bref, encore une fois, plein de choses à dire. Alors alors on ne va pas perdre de temps. C'est parti pour la critique analyse du chapitre de cette semaine, le chapitre 930. La chose qui m'a le plus surpris au niveau de ce chapitre, c'est tout simplement le fait que Zoro boit de l'eau. Il y a que moi que ça choque. Zoro boit de l'eau. Zoro le soifard. Zoro qui ne fait que boire du saké, qui ne fait que boire de l'alcool, qui serait peut-être capable de mettre KO Kaido dans un combat d'alcoolique. Bientôt, Ichiroda va nous faire manger Zoro 5 fruits et légumes par jour. Zoro va devenir une personne saine. C'est complètement illogique, c'est complètement du gros n'importe quoi. Enfin bref, ça c'était un petit détail. Ce qui est vraiment important surtout, c'est le fait que au début du chapitre, on a une petite case en haut qui nous montre revenons un petit peu en arrière. Ce qui est intéressant ici, c'est que normalement on suit une pièce de théâtre, kabuki qui est en plusieurs actes. Et ce qui se passe, c'est que quand on suit une pièce de théâtre, il y a toujours une logique qui est mise en place, et à la rigueur, s'il y a besoin de savoir une information, c'est toujours amené par une personne extérieure. Alors que là, on est en train de nous expliquer que en ce moment, il est peut-être en train de se passer quelque chose avec Zoro, et que la chose qui est en train de se passer et qu'on n'a pas encore vue, est imputable à ce qui s'est passé juste avant. Et ce qui s'est passé juste avant au niveau du village, outre le fait qu'ils sont tous shootés, qu'ils sont tous en train de rigoler alors qu'ils sont complètement pauvres, eh bien il y a une personne qui leur a donné de l'argent pendant la nuit, et cette personne est Ushimitsu. Alors Ushimitsu, on en a déjà parlé quand on avait fait l'introduction au niveau de Wano Kuni et qu'il y avait eu le journal de Wano Kuni qui nous avait parlé de Ushimitsu et aussi de Kawamatsu, justement qu'il avait volé de l'argent aux riches pour le donner aux pauvres, et ça reprend parfaitement Robin des Bois. Et il y a une personne qui a exactement le même traitement dans le folklore japonais, qui est aéropopulaire, Ishikawa Goemon. Et ce personnage-là est tout simplement mort ébouillanté avec son gamin. Hein. Il faisait pas dans la dentelle au Japon, je peux te le dire, tout simplement parce qu'il a voulu tuer un seigneur de guerre. Et ce qui est vraiment génial, c'est que ce mec-là est mort ébouillanté, et ça fait écho tout simplement à Oden. Ce mec-là, Ushimitsu, fait partie des 3 samouraïs avec Shutenmaru ainsi que Denjiro. Vu que je suis en train de parler de Shutenmaru, rappelez-vous ce qu'il avait dit. Aucun samouraï maintenant n'aider les miséreux et les pauvres, alors que là on a un exemple qui est totalement différent. Donc je pense que Zoro a entendu parler de cette personne, et durant la nuit, c'est-à-dire à 2-3 heures du matin, quand il fait l'apparition, c'est lors justement du taureau, eh bien il va rencontrer Ushimitsu et il va lui parler, peut-être qu'il va y avoir quelque chose, et peut-être qu'il va l'amener à d'autres samouraïs. Et rappelez-vous ce qu'avait dit Zoro: t'inquiète pas, je vais rallier à moi tous les samouraïs. Et ça pourrait être quand même assez excellent. C'est-à-dire que ici, on a l'introduction du Zoro qu'on veut voir. C'est-à-dire que le Zoro qui va ramener avec lui une armée de samouraïs pour aller latter la gueule à Kaido. On va passer maintenant à l'arrivée qui m'a totalement troué le cul, c'est tout simplement l'arrivée de Big Mom. On savait qu'elle allait venir, elle l'avait annoncé, donc ce n'est pas une surprise. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'amène Ichiro Oda qu'on sait qu'il va amener, mais c'est la manière dont il l'amène qui vient totalement nous surprendre. 3 pages, 3 ou 4 pages si on compte les doubles pages, pour ça.
On arrive avec le bateau, le Queen Mama Chanteur, qui est le bateau amiral au niveau de Big Mom, qui arrive. Il remonte la cascade avec les cas. C'est-à-dire qu'encore une fois, et comme l'a expliqué Kaido, elle a le plus gros réseau d'informations. Donc ça, encore une fois, c'est lié à la pègre. Et donc, elle sait comment attaquer Wano Kuni. Donc, elle aurait pu attaquer Wano Kuni depuis très longtemps. Elle ne l'a pas fait. Là, elle le fait pourquoi? Non pas pour latter la gueule à Kaido, mais tout simplement pour détruire et latter la gueule de Luffy. Et accessoirement, peut-être aussi choper le Rio Poneglyph. Enfin, pas le Rio Poneglyph, mais plutôt le Road Poneglyph, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle veut devenir le seigneur des pirates. Et il y a besoin d'avoir les 4 Road Poneglyph pour avoir la position de Raftel. Ça, on va en reparler justement, c'est par rapport à ce qui est en train peut-être de se passer en ce moment au niveau de Toadland. C'est-à-dire que là, on a Big Mom qui arrive avec un seul bateau et tout le monde est sur le bateau. Même King dit, qu'est-ce qu'ils foutent tous sur le même bateau? Où est cette logique? Franchement, le traitement qu'on a eu là de Big Mom, est-ce que ça vous fait pas penser à la Team Rocket au niveau des Pokémon? Parce que je suis en train de regarder ça en ce moment avec mon gamin. C'est les méchants, mais ils sont complètement débiles. C'est-à-dire que là, elle arrive, bim, elle se fait éjecter en un clin d'œil. Et pourtant, sur le bateau, il n'y a pas que des merdes. Alors, il manque certaines personnes, et on va en parler tout de suite. D'ailleurs, on va faire la petite parenthèse que je comptais mettre pour plus tard, mais on va la mettre tout de suite. Il n'y a pas dedans, on ne voit pas Crackers, on ne voit pas Brûlé, on ne voit pas non plus Katakuri, ce qui est quand même assez important. Brûlé aurait pu être intéressante, pourquoi? Parce que si, imaginons que Big Mom arrive seulement avec son simple bateau et qu'elle arrive au niveau de Wano Kuni, on va y arriver, grâce à Brûlé et les miroirs qui sont à l'intérieur du bateau permettraient peut-être d'avoir un lien avec le monde des miroirs qui est au niveau de Whole Cake et d'amener tout le reste de la flotte. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a qu'un seul bateau. Or, on ne voit pas Brûlé. C'est-à-dire que Brûlé, elle est où? Est-ce qu'elle est restée dans le bateau parce qu'elle avait peur ou un truc comme ça? Je ne sais pas du tout. Moi je pense qu'elle est sûrement restée avec Katakuri quand on sait le lien maintenant qu'il y a entre Brûlé et Katakuri, et peut-être que Big Mom étant complètement conne, elle a décidé de rétrograder Katakuri. Ça se pourrait carrément parce qu'elle était dégoûtée que justement Katakuri ait laissé partir Luffy. Autre chose qui pourrait être aussi intéressante, c'est tout simplement le fait que elle est partie avec une certaine puissance, mais elle est quand même assez intelligente. Elle se dit, si je pars avec tout le monde pour aller lighter la gueule de Luffy et accessoirement la gueule de Kaido, je laisse mon territoire complètement à découvert. Donc on va laisser une force de maintien de l'ordre au niveau de Toadland, au cas où il y aurait quelqu'un qui pourrait arriver pour nous vouloir du gros méchant. Et qui c'est qui voudrait vouloir du gros méchant? Eh bien c'est tout simplement Barbe Noire. Pourquoi? Très bonne question. Barbe Noire veut devenir le seigneur des pirates et lui aussi a besoin d'aller à Raftel. Et il est intelligent, il a aussi les informations du fait que pour aller à Raftel, il faut avoir les Road Poneglyph. Vu que Big Mom est en train d'attaquer Wano Kuni, c'est passé dans les informations, donc lui aussi il a eu ses infos, il va peut-être en profiter pour attaquer Toadland et piquer en même temps le Road Poneglyph. Donc on pourrait aussi avoir, et ça Ishiroda est parfaitement capable de faire ça, de nous couper une action au niveau de Wano Kuni pour nous montrer une action complètement folle au niveau de ce qui se passe au niveau de Toadland. Et ce qui pourrait être encore mieux, maintenant que je suis en train d'y penser directement en faisant cette vidéo, c'est qu'on ait un retour sur la rêverie, qu'il y ait des informations qui nous soient données sur la rêverie, et ces informations soient que Toadland a été attaqué par Barbe Noire. Donc on était là pour dire aussi que Big Mom s'est totalement fait violer la gueule. Elle est repartie, elle coule, elle est dans la flotte. Alors c'est pas là qu'on va dire ça y est, Big Mom est niquée, c'est la fin de la guerre, c'est la fin, maintenant il va se passer autre chose. Non, elle va revenir, c'est sûr. Et on est dans le temps présent là. Là on n'est plus dans la même chronologie que ce qui s'est passé juste avant au niveau de Zoro. Donc ça veut dire que Big Mom va réussir à revenir d'un autre moyen, elle va escalader la montagne, elle va escalader un truc, je ne sais pas, mais elle va revenir avec son équipage. Et ce qui pourrait être super intéressant aussi, c'est qu'elle arrive du côté
de là où sont arrivés aussi Luffy et le Tucson Sunny, et qui se retrouvent peut-être, je suis en train de même enlever mes lunettes, qui se retrouvent face au Misk. Et vu comment je me suis fait foutre de moi totalement en n'ayant pas vu l'alliance des Vinsmoke, je veux dire qu'une alliance avec Big Mom est tellement pas logique qu'elle pourrait devenir logique. Ça serait complètement fou. Imaginons que Big Mom arrive à parler avec, je sais pas, Inuarashi, Kidemon, je sais pas quoi, qu'il arrive à se passer quelque chose. Et on sait qu'elle veut aussi récupérer Zeus, donc il y a aussi un truc avec Nami. Imaginez qu'ils arrivent à faire ce que je suis en train de vous raconter là est probable à 0,0000001%. C'est complètement illogique. Mais avec Ichiro Oda, tout ce qui est illogique devient logique. On va passer maintenant au mec qui a réussi à lui seul à neutraliser la menace Big Mom, si on peut appeler ça bien sûr, encore une fois une menace, oui c'est vraiment une menace, mais la manière dont Ichiro Oda l'a amené c'était totalement what the fuck. Il s'agit tout simplement de King et on a appris son fruit du démon que je ne pensais pas du tout que c'était lui qui allait l'avoir. Il s'agit tout simplement celui du Pteranodon. Alors cette fois-ci je vais bien dire le nom, hein, je vais pas oublier le T, et on va aussi reparler un petit peu, on va juste faire une petite parenthèse par rapport à ce que j'ai dit durant la son live, c'est tout simplement le ptérodactyle. J'ai fait la confusion que beaucoup font, c'est-à-dire que on pense que le ptéranodon fait partie de la famille des ptérodactyles, et non, il fait partie de la famille des ptérosaures, et le ptérodactyle était tout simplement un plus petit ptérosaure qui était pendant le Jurassique, il faisait à peu près 70 cm de long, alors que le ptéranodon, lui, il fait carrément 7 mètres 50, lui, il a vécu pendant le Crétacé, et il était aussi surnommé le Seigneur des airs. Ah, le Seigneur des airs, le roi des airs, le roi King. J'aurais peut-être un petit peu à le voir venir. Je suis complètement dégoûté d'être passé à côté de ça et d'être aussi con maintenant qu'on y pense. Donc voilà la petite information. Et il y en a certains qui sont en train de penser justement qu'il pourrait y avoir justement les trois classes au niveau des armées. Une armée aérienne avec l'armée de King, une armée terrestre avec celle de Jack, et après celle de la mer avec tout simplement Queen. Alors là par contre je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Quel serait l'intérêt d'avoir un fruit du démon d'une créature marine alors qu'un utilisateur de fruit du démon, quand il est dans l'eau, il ne peut absolument rien faire. Rappelez-vous, Jack est quand même un homme poisson, et vu qu'il a un fruit du démon, il s'était retrouvé coincé dans l'eau et il ne pouvait plus bouger parce que, rappel encore une fois, un fruit du démon, un utilisateur de fruit du démon, quand il est dans l'eau, il perd sa force. Donc en gros le mec il pourrait, on imagine Queen avoir un fruit du démon d'une créature maritime. Donc on a le Massosaure, hein, pour ceux qui ont vu Jurassic World, de l'Elasmosaure pour ceux qui aiment bien un petit peu les monstres du Loch Ness, ou l'Ichthyosaure, hein, le sorte de dauphin hyper vénère du Crétacé. Je vois pas l'intérêt, qu'ils aient une armée de fruits du démon, de créatures maritimes. Ils vont ramper sur la terre. C'est quoi l'utilité? À part d'avoir un long cou et de croquer les gens s'ils sont bloqués sur un endroit. Pour moi ça n'a pas de logique. Et encore une fois, je dis que c'est logique, donc avec Ichiro Oda ça sera complètement logique. On va revenir tout simplement à ce petit King qui est assez excellent. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les cases. Au niveau de Big Mom, on voit Big Mom à un moment avoir les yeux de côté, c'est-à-dire qu'elle repère grâce à son acquis de l'observation. Regardez bien la case, c'est vraiment subtil. On voit qu'elle a les yeux de côté et on voit une sorte de whoosh, le fait que King arrive à Mach 15 et il tape dedans, et Big Mom a dit lui. Et le lui qu'elle montre, c'est pas un lui d'étonnement. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle est complètement vénère. Il y a la petite onomatopée, enfin le petit truc justement de la veine qui est sur le côté, et elle s'en veut peut-être de l'avoir oublié, ou elle pensait pas qu'il allait arriver aussi vite. Et ça veut dire aussi, et ça c'est vraiment important, qu'il y a peut-être déjà eu une confrontation entre Big Mom et l'armée de Kaido.
Ça, parce qu'on sait que il y a déjà eu un combat entre Kaido et l'armée enfin la flotte le bateau de Shanks. Donc il se peut que même si c'est des forces respectives, peut-être que des fois elles se font des petits combats parce que encore une fois, le but ultime, c'est quand même de devenir aussi le seigneur des pirates. Enfin, pour Kaido, c'est plus d'avoir une grande guerre et puis de crever pendant cette grande guerre. Mais on sait bien que Big Mom voulait devenir la seigneur des pirates. Elle a cette humanité et elle a cette... elle n'est pas infaillible, Big Mom. C'est-à-dire qu'elle arrive comme ça et elle se fait totalement niquer. Mais par contre, il ne faut surtout pas sous-estimer sa force. Regardez comment Kaido est en train de triper. C'est-à-dire qu'il est en train de se dire mais putain, il faut pas qu'elle débarque. Si elle débarque, c'est vraiment la merde. Il a dû se passer des choses entre eux quand ils étaient sous l'équipage, sous les ordres du capitaine des Rocks. Ça devait être un petit peu, elle devait être terrible, cette Big Mom. Il a les boules et quand justement le bateau tombe et qu'elle tombe à la flotte, on voit Kaido qui pousse un soupir de soulagement. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et d'ailleurs, je sais pas comment ils ont eu l'info que justement il a réussi. Vu qu'ils sont loin, ils ont quand même pas vu l'action. Kaido a peur de Big Mom. Je crois que c'est peut-être l'élément le plus important qu'il y a eu au niveau de ce chapitre. Et on va parler maintenant de la fin de ce chapitre. Sanji qui va peut-être revêtir sa Red Suite. C'est un truc de malade. Quand il le trouve dans sa poche, hein, on part au niveau de Whole Cake, il le trouve dans sa poche, il ne le jette pas. Donc obligatoirement, ici, Shiroda nous montre qu'il va y avoir une utilisation future. Et moi, l'utilisation que j'avais pensé, c'était une utilisation de dernier recours. C'est-à-dire que ses amis, ou même tout simplement Robin et Nami sont à deux doigts qu'il leur arrive quelque chose de vraiment terrible. Et il sait qu'avec sa force actuelle, il n'arrivera pas à battre la personne qui a justement niqué au sens littéral, pas au sens propre. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il se dit ok, je dois prendre maintenant le Red Suite et grâce à ça peut-être que je vais pouvoir les aider. C'est comme ça que j'avais vu la chose. Et là ici on a une autre utilisation, c'est-à-dire que là il veut latter la gueule de Page One. Pourquoi? Parce que il est responsable de l'arrivée de ce gros connard et en plus il y a des femmes qui ont hurlé son nom. De ce fait, ça ne fait que un dans le cerveau de Sanji et il doit aller les défendre. Et rappelez-vous, depuis le départ, Sanji est toujours quelqu'un d'autre que la personne qu'il est réellement. Il a été Mr. Prince, il n'a jamais parlé de son passé, c'est seulement qu'une fois qu'on était au niveau de l'arc Whole Cake qu'on a su qui il était réellement. Et même il est venu pour en un sens, détruire son passé pour mieux revivre, pour mieux renaître. L'arc Whole Cake a permis peut-être à Sanji d'accepter qui il est réellement. D'accepter la famille, d'accepter son nom. Et c'est ça qui est peut-être important, c'est-à-dire que maintenant, on va peut-être voir le vrai Sanji. C'est-à-dire que le Sanji qu'il aurait pu être avec sa mère, il l'est devenu quand il était sous la tutelle de Zeff. Mais le guerrier qu'il doit être, c'est le guerrier Vinsmoke. Et donc, il va être supérieur à ses frères, parce que ses frères ont atteint une certaine puissance, mais n'ont peut-être pas pu la développer plus, parce qu'ils n'avaient pas cette humanité, ils n'avaient pas ce dépassement de soi, cet altruisme, qui permet d'aller au-delà de soi-même pour aller défendre autrui. Ses frères ne pensent qu'à leur gueule, donc ils ne peuvent pas aller au-delà d'un niveau. Alors que Sanji, lui, quand il va aller combattre, c'est pour aider quelqu'un d'autre. Et le fait qu'ils viennent prendre cette tenue, c'est pour se cacher aux autres. Et en la revêtant, en vérité, il se cache aux autres, mais se montre réellement tel qu'il est envers lui-même. Est-ce que vous voyez la symbolique? C'est exactement comme Superman avec sa tenue. Quand il est Clark Kent, il est simplement qu'un humain.
Il n'est qu'une personne lambda. Mais quand il se déguise, alors quand tu te déguises, c'est pour cacher qui tu es réellement. Eh bien, Superman, quand il se déguise, il devient la vraie personne qu'il est intérieurement. La vraie personne, comment il est né. Et bien là, ça va être exactement la même chose avec Sanji. Et c'est ça qui est magnifique. Ici, il y a un traitement du personnage qui est absolument génial. Et le fait que quand il va prendre sa tenue, peut-être que ça va, que sa tenue va, vu que les tenues ont des numéros et que le numéro correspond à des personnes et qu'on sait qu'ils ont eu des mutations génétiques, peut-être que sa tenue va réveiller le gène ADN qu'il a en lui. Il va peut-être réveiller son potentiel qui a déjà été réveillé par rapport à ses attaques de feu par exemple. C'est peut-être quelque chose qu'il a réussi à faire. Mais là, sa tenue va peut-être l'amplifier. Alors il y en a certains qui disent oui mais c'est pas le Sanji qu'on connaît, c'est pas le Sanji qu'on aime, c'est pas le... Mais les personnages évoluent, les personnages ne peuvent pas rester tels qu'ils sont, il faut qu'ils aient une progression, il faut qu'ils aient une connaissance, il faut qu'ils apprennent quelque chose. Alors souvent ils l'apprennent par rapport à un mentor, mais là en un sens c'est un autre traitement. Le traitement de Sanji est par rapport à son enfance. Regardez Franky. Franky, il a été amélioré grâce au fait que ça soit un constructeur qui se transforme en cyborg. Pourquoi? Parce que c'est un constructeur, il est lié à ça. C'est son histoire, c'est en lui. Zoro, c'est par rapport au katana, c'est par rapport à son enfance. Et donc Sanji, s'il a sa tenue, s'il s'accepte tel qu'il est, eh bien je trouve que ça serait vraiment quelque chose de génial par rapport au personnage. Et moi, je suis parmi ceux qui pensent que la tenue sera sera positif par rapport à Sanji. Alors, je peux me faire engueuler, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça, mais franchement, j'espère que ça va être un bon truc, j'espère qu'il va avoir j'espère que ça va être une belle tenue, un truc bien badass, un truc en jaune hein, bien sûr, mais un truc vraiment classe, qui ait de la lumière, qui ait des rayons, qui ait plein de trucs de super classe. Je pense qu'il va y avoir un gag quand même pour savoir comment il va le revêtir. Je pense qu'il va peut-être avoir un gag là-dessus, mais oui, en plus j'ai complètement oublié de le dire, mais il est obligé de niquer la gueule de Page One en moins de 2. Pourquoi? Parce que Page One a prévenu les autres pour savoir où ils étaient. Et les autres ont dit on arrive tout de suite. Et t'as Jess Drake et t'as aussi Hawkins. La ville est petite. Donc ils vont arriver super vite. Et ce qui va se passer, c'est qu'il a besoin de le one shot. Putain, mais si le one shot, mais putain, c'est ce qu'on attend depuis un bout de temps. Ça va être génial. C'est la puissance et c'est la vraie puissance de Sanji. C'est pas ouais non, c'est parce qu'il a pris un costume et tout ça. Non, c'est là comme je me suis cassé le cul à le dire. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de métaphorique et ça sera vraiment génial. Ça, c'est son power-up à Sanji. C'est sa façon d'être. C'est ce qu'il est réellement. Donc oui, il faut que ça soit ça. Et même si on a un effet comique, je veux qu'on ait un beau truc pour lui. Je veux pas que ça soit un truc complètement what the fuck. Il faut que ça soit comme ça. Et j'espère dans 2 semaines que Sanji fera ça. Et en plus, imaginez comment je vais faire des bons encore une fois. Ah, ça va être magnifique. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre. J'espère que cette critique analyse vous a fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous. Faites un petit tour sur Tipeee et aussi sur Utip. Bref, éclatez-vous, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.